Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs et chers amis, je crois qu'il n'y avait pas de meilleur parrainage pour notre colloque que le message d'Abdou Diouf, du président Abdou Diouf, et qui est également un ami de longue date, que représente ici Madame Régine Lavoie. C'est vrai que le président Abdou Diouf, je l'ai connu il y a des années et des années, quand je n'étais encore qu'un membre de cabinet. Lui-même n'était pas encore Premier ministre, ni bien entendu président du Sénégal. Nous étions, quand le président Senghor invitait mon ministre à dîner au bout de la table, et nous nous racontions des blagues. Vous ne lui direz pas, si vous lui direz, et vous lui parlerez d'une certaine cravate, il saura de quoi il s'agit. Voilà, en tous les cas, voulez-vous le remercier très, très chaleureusement. Je voudrais remercier Marc également du travail qu'il fait à la tête de l'Institut de diplomatie culturelle. Et mesdames et messieurs, je voudrais aussi vous dire tout de suite que ce matin, j'ai envie d'être un peu provocatrice, de ne pas faire de la langue de bois diplomatique, de façon aussi à lancer le débat. Mon intervention s'articulera finalement autour de 4 points. Le premier, c'est que rarement, et en tous les cas certainement pas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notre planète n'a connu une telle situation de tension, de crise, de guerre et de risque. Deuxième idée, c'est que dans cette situation, la diplomatie traditionnelle est nécessaire, mais en même temps, nous voyons de plus en plus ses limites et son incapacité à trouver des solutions à un certain nombre de conflits. À partir de là, et ce sera mon troisième point, je pense effectivement que l'idée de diplomatie culturelle prend tout son sens. Et dans cette diplomatie culturelle, je pense que la francophonie, dans tous ses aspects, a un rôle fondamental à jouer et à développer. Rarement notre planète aura connu autant de tensions et de risques. Je pense qu'il suffit d'énumérer les pays. L'Ukraine, la Syrie, l'Irak, l'Iran, Israël, la Palestine, la Chine, le Japon, la Libye, Centrafrique, le Mali, on pourrait continuer indéfiniment. Partout, on a l'impression que les tensions sont en train de monter et les perspectives des prochaines décennies sont marquées par autant de risques. À la fois, depuis des années, on ne voit pas les conflits dont je viens de parler se régler pour les plus anciens d'entre eux. Et si nous regardons bien quel est l'état de notre planète dans les prochaines années, nous ne voyons que des raisons de crise. Ne serait-ce que pour une raison. Nous avons une population mondiale qui est en train d'exploser. Ce sont des centaines de millions de nouveaux habitants de notre planète qui pratiquement interviennent tous les 5 ans. Et dans le même temps, nous voyons que les besoins essentiels, ceux de nourriture, ceux d'eau potable, ceux d'énergie, sont en train de se raréfier. Il y a de moins en moins de terres cultivables du fait de la désertification et du fait que pour accueillir tous les nouveaux arrivants sur notre planète, on construit des mégapoles sur les terres cultivables. L'eau potable est de plus en plus rare, de plus en plus menacée et de plus en plus nécessaire. Et tous les pays qui ont besoin de développer leurs activités industrielles et commerciales pour répondre simplement aux besoins de ces nouvelles populations vont chercher des sources d'énergie qui elles-mêmes sont en cours de raréfaction, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles. Nous avons donc tous les risques sur des points majeurs. Et à cela s'ajoutent effectivement des tensions qui sont des tensions de nature interreligieuse ou interethnique, qui parfois reposent sur les besoins de conquête de ces besoins primaires dont je viens de parler, mais qui d'autres fois reposent effectivement sur d'autres idées. Alors, dans une telle situation de tension, la diplomatie classique, je dirais, professionnelle, qu'elle s'exprime à travers les individus ou qu'elle s'exprime à travers les institutions, et je parle de l'ONU en particulier, montre ses limites.
Et nous le voyons, par exemple, avec un conflit tel que celui d'Israël et de la Palestine. Depuis combien d'années dure-t-il? Et combien nous voyons à la fois les institutions totalement impuissantes. Oh, bien sûr, on a de beaux discours, on a quelques belles déclarations, et puis après, on en est exactement au même point. Et de la même façon, même lorsque, dans un certain nombre de cas, on envoie les forces de l'ONU, nous voyons bien, et je l'ai vu comme ministre de la Défense, que celles-ci ne sont pas à la hauteur de la situation. D'abord parce qu'on ne leur en donne pas les moyens. La plupart du temps, ils vont se contenter de regarder les balles passer au-dessus d'eux quand ils n'en attrapent pas quelques-unes directement. Et le reste du temps, on ne les voit pas en situation de s'imposer. Donc, à partir de là, est-ce qu'il faut baisser les bras? Il ne faut certainement pas baisser les bras, mais il faut, et sans renier d'ailleurs le rôle que peut avoir la diplomatie classique, essayer de la renforcer par autre chose. Et c'est là où la diplomatie culturelle peut avoir un véritable rôle parce qu'elle repose, pardonnez-moi, sur d'autres fondements que ceux de la diplomatie classique. Elle repose sur des fondements qui sont ceux d'une connaissance ne passant pas forcément par des mots, mais passant par le fait que des gens se reconnaissent dans des valeurs communes. Qu'il s'agisse de valeurs sportives, parce que le sport, après tout, fait partie de la culture au sens le plus large, qu'il s'agisse de valeurs artistiques, parce que les gens se reconnaissent, effectivement, une œuvre d'art n'a pas besoin, pour réunir des personnes venant d'horizons très différents, que celles-ci soient absolument obligées d'être d'accord sur tout. C'est un élément, ce partage qui peut exister et qui a d'ailleurs toujours existé, car les artistes ont transcendé les conflits. Le sport a transcendé l'apartheid en Afrique du Sud. Moi, je me souviens très bien y être allée il y a des années, et la diplomatie classique, à qui j'avais demandé de rencontrer les différents responsables de part et d'autre, était incapable de le faire, sauf à un niveau très bas. Et je suis arrivée en me présentant comme simplement la fille d'un grand sportif, d'un grand arbitre de rugby. Et en l'espace de 24 heures, alors que j'étais déjà sur place, j'ai rencontré absolument tout le monde, c'est-à-dire Mandela, Buthelezi, le président de Klerk, etc. Et de nombreuses fois, j'ai constaté effectivement qu'en passant par d'autres biais que ceux des procédures des ambassades, et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères qui vous le dit, eh bien, on avait souvent plus de chances d'arriver à un résultat parce que les gens avaient une certaine confiance, parce que cela permettait de passer ailleurs. De la même façon, les écrivains, les artistes, nous l'avons toujours vu, ont été finalement à l'origine des plus grands échanges. Je dis toujours que l'Europe était beaucoup plus unie au Moyen-Âge qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que les échanges des artistes, des peintres, des sculpteurs, des poètes étaient réels. Et puis aussi parce qu'il y avait une langue commune qui faisait que même dans des désaccords, on arrivait néanmoins à se comprendre profondément. Et c'est vrai dans le terme de la langue, c'est vrai dans le terme de la culture, mais ça peut être également vrai, et je le dis à un prochain intervenant sur les problèmes économiques, dans le domaine commercial et dans le domaine industriel. Je me souviens, là aussi, il y a des années, au plus fort des tensions entre la Chine et Taïwan, je m'étais rendue à Taipei et j'ai curieusement constaté que finalement les échanges commerciaux se faisaient tout à fait et que l'on trouvait facilement du thé du Yunnan à Taipei et qu'il venait d'arriver et qu'il en allait de même pour tout. Donc il y a effectivement une autre diplomatie qui existe que j'appellerais, comme vous, diplomatie culturelle au sens large, parce que la culture, ce ne sont pas effectivement simplement des mots, ce ne sont pas simplement des œuvres d'art, mais c'est aussi tout ce qui peut faciliter les relations entre les personnes. Alors,
bien entendu, là, le mot, enfin, la capacité linguistique, la capacité de se comprendre sur le point linguistique est quelque chose de tout à fait essentiel. Il n'y a rien de tel, effectivement, pour favoriser une guerre que d'avoir des gens qui sont incapables d'échanger, qui sont incapables de s'expliquer. Car souvent, effectivement, les tensions, les crispations, les conflits viennent de l'incapacité de s'expliquer ou de comprendre et d'avoir confiance dans ce que dit l'autre. La langue est certainement le plus riche de ces langages d'échange, puisque c'est lui qui sous-tend toute une série de valeurs, toutes les valeurs qui constituent une culture. Et c'est là où la francophonie a effectivement, madame, un rôle tout à fait important, parce que la francophonie, elle véhicule effectivement ces valeurs qui sont notamment des valeurs de respect de l'autre et de respect des autres cultures. Je crois que ce qui fait notre spécificité, c'est que nous ne cherchons jamais à imposer notre vision de la société. Je continue à mettre les pieds dans le plat. Et peut-être plus encore que tout à l'heure. Moi, je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec Dick Cheney, qui était vice-président des États-Unis juste avant la guerre d'Irak. Et où je lui disais qu'en allant faire la guerre en Irak, il mésestimait totalement l'importance des oppositions qu'il pouvait y avoir dans ce pays entre les sunnites, les chiites, les kurdes et les tribus. Et je lui dis, à partir du moment où vous allez faire disparaître toute l'organisation de l'État, parce qu'on le sentait bien, on va forcément avoir des conflits. Et lui me répondait, mais pas du tout, vous ne comprenez pas, parce que notre culture, c'est finalement celle de la démocratie, et quand nous allons arriver, tout le monde agitera des drapeaux américains, et la démocratie va supprimer toutes les différences, et va dépasser toutes les différences religieuses. Eh bien, je dirais, c'est un peu ça. Les Américains sont profondément persuadés que les valeurs qu'ils incarnent sont des valeurs applicables au monde entier et que ce sont les meilleures. Alors, je peux partager certaines choses avec eux, mais je ne pense pas, comme francophone, qu'il soit facile, il soit naturel d'imposer toutes ces valeurs, ses propres valeurs, à des gens qui en ont d'autres, qui ont une autre culture. Et c'est d'ailleurs un grand débat au plan international. Et je le dis à des ambassadeurs à l'UNESCO qui sont ici. Quelle est la limite entre les valeurs que nous estimons fondamentales et qui peuvent être universelles, telles que le respect des droits de l'homme, et d'autre part, le naturel respect que nous devons aussi avoir de la culture de pays dont l'histoire est profondément différente de la nôtre. Mais nous sommes probablement, au sein de la francophonie, ceux qui, dans le monde, sont les plus ouverts, finalement, aux autres, les plus respectueux des autres civilisations et des autres cultures. Et ça, c'est quelque chose que nous ne revendiquons probablement pas suffisamment. Pourquoi est-ce que nous ne le revendiquons pas suffisamment ? Peut-être parce que nous faisons un certain complexe et qu'à force d'être respectueux des autres, nous finissons par ne plus nous exprimer. Peut-être aussi, et madame, et je l'ai dit souvent à Abdou Diouf, parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de la force qu'une fois unis, nous pouvons représenter et dans tous les domaines. Parce que la francophonie, c'est quand même 77 États, c'est-à-dire plus du tiers de tous les États membres de l'ONU. La francophonie, c'est 890 millions d'habitants. La francophonie, c'est également des populations très jeunes, donc des populations qui représentent l'avenir de notre monde. 60% des francophones ont moins de 30 ans. Et c'est une force considérable dans un monde qui vieillit. 20% du commerce mondial des marchandises se fait à l'intérieur du monde francophone. Et il est évident que nous pourrions beaucoup plus
si nous étions mieux organisés, si nous réalisions davantage cette solidarité économique entre les pays francophones, peser sur le commerce mondial, peser également dans le domaine des nouvelles technologies ou dans le domaine des industries. Je crois qu'on a sous-estimé, qu'on sous-estime depuis des années cette force économique que représente la francophonie. Et dans une autre instance où je suis, qui concerne l'ensemble des pays transatlantiques. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'Université Hopkins et la Fondation Asnar qui le sont. Nous travaillons sur la densification des relations entre les 4 continents qui ont l'Atlantique en commun. Mais quand vous regardez qu'entre ces 4 continents, il y en a 2 dont les liens à travers la francophonie sont extrêmement étroits, c'est-à-dire l'Europe via la France, ou la France via l'Europe, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et l'Afrique, on voit que cela pèse effectivement d'une façon considérable. Alors, je crois effectivement que là, nous avons besoin de prendre conscience d'un besoin aussi d'expression commun. Et je le dis très clairement, France 24, c'est encore insuffisant. Il y avait TV5 Monde, il y a France 24, c'est totalement insuffisant à l'échelle de ce que nous pourrions faire. Et peut-être d'ailleurs n'associe-t-on pas suffisamment les autres pays de la francophonie qui pourraient également y participer. Bon, je crois qu'il y a des tas de domaines. Je ne veux pas être trop long parce que je crois qu'on avait déjà débordé sur l'emploi du temps. Mais en conclusion, je voudrais simplement dire que nous avons besoin de revendiquer notre fierté de notre appartenance à la francophonie. Et nous ne le faisons pas suffisamment. Je crois qu'il y a un certain complexe en la matière. Comme le disait très justement dans son message le président Abdou Diouf, il ne s'agit pas de dire nous sommes meilleurs que les autres, c'est pas ça. Mais c'est simplement de dire oui, nous sommes fiers d'être francophones. Et par conséquent, comme le citait Patrick Ollier tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas hésiter à s'affirmer. Il a cité un exemple effectivement qui s'était passé ici. Moi, il m'est arrivé à l'Europe, puisque je suis aujourd'hui député européen, de voir un Français et un Belge francophone. Nous étions 3. Et il y avait donc les 2 autres, c'était un Belge et un Français francophone. Et le Belge et le Français, le fonctionnaire français, étaient en train de parler en anglais, qui plus est en mauvais anglais, ce qui est aberrant. Mais ce qui montre aussi qu'il y a un certain snobisme, même quand on parle mal anglais, à vouloir parler anglais. Eh bien, moi, je voudrais que le snobisme, il devienne de parler français, comme d'ailleurs c'était le cas dans la plupart des cours européennes jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui comprennent parfaitement le français. Même si je me débrouille en anglais, il est évident que je parle systématiquement français et je peux vous dire qu'à ce moment-là, les gens le comprennent. Hein, et voire même pour certains d'entre eux, je pense à des Hongrois, par exemple, lors du dernier colloque sur les chrétiens d'Orient que j'ai fait jeudi dernier, qui à ce moment-là parlent français, et d'ailleurs, ils le parlent très bien, ou des Polonais qui parlent français. Dès lors que quelqu'un dit, dans une réunion, je vais parler français, on se souvient brusquement que c'est la 2e langue officielle de l'Europe. Et je pense que c'est important. Et vous parliez avec le ministre tout à l'heure des Jeux Olympiques. Je sais que vous avez fait beaucoup sur les Jeux Olympiques. Moi, je peux vous dire mon expérience de ministre de la Jeunesse et des Sports, parce qu'avant ce que vous avez dit, j'ai été aussi ministre de la Jeunesse et des Sports quelques années auparavant. Et c'était en 96, je crois, où il y a eu des Jeux d'hiver, des Jeux Olympiques d'hiver. J'ai trouvé que les annonces se faisaient principalement en anglais, on en zappait la moitié en français. Et j'ai tout simplement dit au président Samaranch, qui présidait le comité olympique, je lui ai dit, écoutez, c'est très bien, je pars avec toutes les questions françaises. Et vous resterez seul pour l'ouverture. Curieusement,
brusquement, le français a été traité exactement à égalité. Alors, il faut parfois de la diplomatie, il faut parfois aussi un peu de fermeté. Et moi, je crois que la défense de la francophonie, dans tous ses aspects, c'est le rôle, certes, des institutions, mais ce n'est pas simplement le rôle des institutions, c'est le rôle aussi de chacune et de chacun d'entre nous. Et moi, ce que je voudrais, c'est que nous ayons tous une ambition partagée, une ambition qui soit celle de dire que la francophonie, c'est une composante importante et qui a son rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de telle tension. La francophonie a un rôle à jouer dans la compréhension des peuples vis-à-vis les uns des autres et dans l'espace le plus large possible. La francophonie a un rôle à jouer dans la confiance des uns envers les autres, ce qui veut dire que la francophonie a un rôle à jouer dans la paix. Oui, alors Alexandre Protig de la Fédération française pour l'UNESCO, le Conseil fédéral. Je vous remercie d'abord pour votre discours exquis et avec beaucoup d'énergie voilà, qui nous remue. Je suis quelqu'un qui est totalement amoureux de la langue française, de la littérature française et j'en suis le défenseur aujourd'hui, même si je ne suis pas originaire de la France. J'ai eu cette chance inouïe de faire mes études à la Sorbonne et ensuite de faire ma spécialisation à l'ENA, à Cambridge, Oxford et Harvard. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le dialogue interculturel que vous évoquiez. Il me semble, vous n'avez pas mentionné que la France était le deuxième pays de la coopération internationale, ce qui est une force économique de plus. Mais je suis tout à fait enchanté par le discours, j'en suis toujours sous l'impression. Et ma question concerne les possibilités de synergie entre les expatriés français et les centres culturels, les instituts en fait aujourd'hui. Parce que, comme je voyage beaucoup, j'ai eu l'occasion de voir que les expatriés n'étaient pas parfaitement organisés à l'étranger et qui sont une force vraiment à utiliser. Moi, j'avais une petite idée, comme je suis extrêmement actif dans la société civile internationale, sur ce qu'on appelle le UN Model, le modèle des Nations Unies, qui est le système le plus répandu à l'étranger. On pourrait facilement rajouter un F et faire le UN modèle français ou quelque chose comme ça, et ce serait peut-être une idée aussi pour l'organisation de la francophonie. Voilà, donc ma question était sur les synergies des expatriés et la francophonie. Moi, je ne voudrais pas qu'on mette français, mais qu'on mette francophone. Je pense que la vraie dimension, c'est celle-là. Nous sommes dans un monde où les entités sont de plusieurs milliards d'habitants. Le monde d'aujourd'hui, ce sont des pôles d'1 milliard d'habitants. Je suis profondément attachée à la France, je suis profondément attachée à l'Europe parce que je pense que la France seule ne peut pas jouer. Ne peut pas résister à la concurrence, qu'elle soit économique, financière, culturelle, technologique, des grands ensembles que sont la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, etc. Donc, je suis pour l'Europe, mais je suis peut-être encore plus pour la francophonie. Parce que la francophonie, comme je disais tout à l'heure, ça nous met à la dimension du milliard d'habitants qui nous permet de peser autant que la Chine ou l'Inde. Et ça, c'est essentiel. Et effectivement, avant de passer par les politiques, parce que quand vous avez des États, vous avez forcément des gens qui ont des points de vue différents, ça passe par la culture au sens large, puisque j'inclus également le domaine des échanges commerciaux. Alors, en ce qui concerne les expatriés, moi, je les ai toujours considérés pour les Français, mais ça doit être vrai pour chacun des pays francophones, comme, j'allais dire, les représentants premiers parce que dans la vie quotidienne, il y a les représentations diplomatiques, mais c'est finalement le professeur d'un lycée français, c'est finalement le jeune cadre qui est allé créer sa PME en Chine, qui sont les vrais représentants auprès des gens qu'il côtoie au quotidien. Et là, il devrait y avoir davantage de la part des grandes entreprises, qui finalement vont dans un pays pour en tirer le maximum et qui ne font pas assez pour dans la durée, parce qu'il ne faut pas regarder la rentabilité immédiate quand on parle de culture. Il faut regarder quels vont être les résultats dans 10 ans ou dans 20 ans. Comment le pays, comment les pays vont être mieux perçus par la population et comment ça va nous aider auprès des futurs cadres, ceux qui sont encore aujourd'hui à l'école. Dans 20 ans, ce sont eux qui vont être les dirigeants.
des pays dans lesquels ils sont. Eh bien, si vous avez établi des liens personnels entre des jeunes expatriés aujourd'hui et les futurs dirigeants de ces pays demain, il est évident que vous aurez une approche beaucoup plus favorable à la France ou à la francophonie dans ces pays. Donc les grandes entreprises aujourd'hui devraient faire cela, et de la même façon, je pense qu'il faut, notamment à travers des réseaux associatifs, que les expatriés s'investissent davantage. Et pour le faire d'ailleurs, à travers quelque chose que j'ai créé il y a des années, qui s'appelle la Fondation du bénévolat, nous avons créé, il y a une distinction qui s'appelle les palmes du bénévolat, et nous venons de créer l'année dernière des palmes du bénévolat pour des expatriés qui sont dans des associations culturelles, linguistiques, etc., des différents pays, pour les remercier et pour reconnaître le travail qui peut être fait. Je crois que vous avez tout à fait raison. Les expatriés doivent se sentir les porteurs, finalement, des valeurs qui sont celles de la France et qui sont celles de la francophonie, parce qu'encore une fois, je pense que maintenant, il faut parler et raisonner en termes de francophonie et pas simplement en termes de France. Maintenant, nous avons l'épreuve 2 questions, mais si c'est bref, très très bref, parce que c'est pas beaucoup de temps. Mais ici, première et deuxième, et après on doit finir. Alors, je suis Jean-Bernard Bikim, je suis enseignant-chercheur au CNAM et président du think tank Alpha pour Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Et en anglais, c'est African Alternative Alliance for Accompaniment. Ma question est très simple, Madame la Ministre. Vous parliez tout à l'heure du Moyen-Âge. Aujourd'hui, les principaux locuteurs francophones sont en Afrique. Cependant, la France et le Canada, plus précisément le Québec, se livrent une bataille terrible sur les différents modèles. Quand le chercheur que je suis parle, je me dis, un mot me vient à l'esprit, coexistence. Quand on parle d'interculturel, on parle de coexistence, on parle de culture, on parle de transversalité, on parle de tout, mais comment faire aujourd'hui pour que ceux qui tournent le doigt à la francophonie, j'en suis un d'ailleurs, je ne le cache pas, j'en suis un, se disent, mais il y a un espoir. Et cet espoir, c'est quoi? Cet espoir, c'est comment passer du vivre ensemble au mieux vivre ensemble. Comment la francophonie peut aujourd'hui, pas réparer, mais co-construire des nouveaux modèles qui permettent aux nouvelles générations de se retrouver. Et là, la politique que vous êtes devriez franchement se pencher sur cette question-là afin que nous puissions tous, je dirais, avoir des outils pour endiguer les différents phénomènes de violence, de rejet de l'autre, de tension dont vous parliez tout à l'heure, mais tout cela puise, je dirais, sa substance sur les modèles premiers qui ont été détruits, je dis bien détruits, et aujourd'hui, si rien n'est entrepris pour reconstruire des systèmes qui permettent aux uns et aux autres de coexister et de se retrouver à tous les niveaux, alors je peux vous assurer une chose, dans 10 ans, la francophonie ne sera qu'un rêve. Voilà. Je pense que vous avez largement raison, c'est-à-dire qu'il y a finalement une méconnaissance. On perd la connaissance et on perd le sentiment de l'histoire. Nous sommes dans un monde qui est très immédiat. Et donc, on regarde rarement ce que sont les origines et on prend rarement le temps de voir quels étaient les autres modèles. Bon, il se trouve que j'ai fait quelques études d'ethnologie dans mon temps universitaire avant de faire de la politique. Et l'intérêt de l'ethnologie, c'est de pénétrer dans les systèmes de l'autre et essayer de comprendre comment il y a des modèles familiaux, des modèles de rapport à la terre, des modèles de rapport à la propriété, et qui se traduisent par des formes différentes de mariage, de parentalité, de solidarité. Mais pour pouvoir en juger et en discuter, il faut les connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
la méconnaissance, la façon dont on enseigne l'histoire est souvent une façon extrêmement partielle et avec des présupposés et des modèles qui sont, je dirais, d'origine très européenne et qui nous empêchent parfois de voir les choses. Bon, finalement, entre le modèle marxiste et le modèle libéral, c'est souvent ce que l'on va appliquer sur toute société, quelle qu'elle soit, même s'il existe d'autres choses. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est développer les lieux. Alors, c'est peut-être à l'UNESCO, c'est peut-être dans le cadre d'un certain nombre de groupes d'études à la francophonie, où on peut essayer de montrer quel est finalement le plus d'autres modèles. Moi, je dis très clairement, le modèle familial et la solidarité familiale que l'on trouve en Afrique, mais que l'on trouve aussi dans bon nombre de pays musulmans, c'est quelque chose qui est très supérieur au système européen, qui est beaucoup plus administratif et institutionnel. Moi, je ne connais pas de village en Afrique où une personne puisse mourir de faim. Je parle bien des villages. Parce que les villes sont malheureusement en train de prendre un autre schéma. Or, ici, ça existe, malgré tous les organismes de sécurité sociale, de secours, etc., simplement parce que les gens ne portent plus le regard humain sur l'autre. Bon. Et là, il y aurait sans doute une réflexion à faire. Je vous parlais tout à l'heure d'association. Moi, je crois au modèle associatif à cause de ça, à cause de ce que j'ai vu ailleurs, et j'essaie de le recréer en dehors du système administratif français. Mais on pourrait le trouver dans bien d'autres domaines, y compris notre droit pénal. Souvent, on est en train de redécouvrir aujourd'hui, en droit pénal, la capacité d'une réparation directe entre la victime et l'auteur de la faute. C'est quelque chose que l'on connaît depuis bien des siècles dans d'autres parties du monde. Et c'est finalement cette ouverture aux autres qui aujourd'hui manque le plus. Ce qui est paradoxal à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, et je pense qu'il faut y faire attention et qu'on n'a pas la réflexion qui porte sur l'impact que peuvent représenter les réseaux Internet. Mais les réseaux, les technologies et la langue sont souvent des véhicules d'une uniformisation qui est en même temps un appauvrissement et une négation des différences des autres. Et moi, je pense que c'est à des organismes comme l'UNESCO, comme la francophonie, mais aussi notre responsabilité particulière, parce qu'il ne faut pas s'en mettre aux autres, que d'essayer de mieux faire connaître, mieux faire comprendre, et par conséquent, créer cette confiance dont vous parliez, dont parlait également le président Abdou Diouf, entre ceux qui sont de cultures différentes.